Merci beaucoup, merci Marthe. C'est un vrai plaisir d'être ici, de retrouver Aix-en-Provence, surtout après un certain décalage. La rencontre devait avoir lieu l'an dernier et puis il y avait eu un contexte social qui a fait que les trains étaient paralysés, la France aussi. Et ça a décalé d'une année le temps pour moi de réfléchir un peu ou d'essayer de réfléchir. C'est bien, j'ai eu un peu de temps pour préparer une conférence. On manque toujours de temps dans notre métier. Là, grâce à la SNCF, j'ai pu en avoir. Donc je suis vraiment très heureuse d'être ici avec vous, à Aix, un peu à Toulon et à Pau aussi en même temps, pour vous présenter quelques éléments de réflexion sur une notion à laquelle je m'intéresse depuis très longtemps sans le savoir, en fait. C'est un peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. J'ai travaillé sur les questions, comme tu l'as rappelé, de pauvreté, d'exclusion sociale. J'ai travaillé sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, sur des questions de santé, de bioéthique. Et à chaque fois, la notion de vulnérabilité pouvait apparaître, mais elle n'était pas centrale dans mes recherches. Et puis, il y a 2 ans, j'ai été invitée dans le cadre d'une chaire en Belgique, dans une université belge, pour donner une série de conférences sur le sujet. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, la notion de vulnérabilité, elle pouvait établir un trait entre différents thèmes sur lesquels j'avais travaillé ces dernières années. Parce que finalement, la notion de vulnérabilité, maintenant, elle est partout. Si vous faites une rapide recherche sur Légifrance, vous verrez qu'il y a plus de 150 occurrences du terme vulnérabilité dans les différents codes français qui existent, et ça va du code de l'aide et l'action sociale au code de la route, en passant par le code de la consommation ou le code de la construction et de l'urbanisme. Donc une notion qui est vraiment très présente dans les textes écrits, qui est évidemment très présente en jurisprudence également. Là encore, Légifrance donne des indications au moins quantitatives, mais dans la jurisprudence administrative et judiciaire, vous avez plusieurs milliers d'occurrences du terme vulnérabilité, avec un pic ces dernières années. Donc c'est une notion qui est très certainement à la mode et désormais omniprésente, et on peut se demander s'il y a une certaine cohérence derrière cet emploi extrêmement important de la notion, parce que vous voyez la vulnérabilité appliquée dans des contextes très différents, et on peut se demander s'il existe un point commun par exemple entre le droit pénal qui fait de la vulnérabilité de la victime des circonstances aggravantes de certaines infractions, le droit de l'aide et de l'action sociale qui mentionne une action en direction des personnes vulnérables, et par exemple le code de la route qui dit que l'usager, l'automobiliste, doit faire attention aux personnes vulnérables présentes sur le domaine public. Donc on peut se demander s'il y a une vraie cohérence entre ces différentes occurrences. Et évidemment, si on continue dans cette approche quantitative, on se rend compte également que le terme est à la mode et qu'il est désormais utilisé en lieu et place de notions qui étaient plus traditionnelles. Alors, pour donner juste un exemple relativement récent, l'an dernier a été adoptée la loi Egalim sur l'alimentation, et la loi Egalim traite notamment des questions d'accès à l'aide alimentaire. Et vous avez désormais donc dans une disposition qui prévoit l'article L266-1 du Code de l'aide et de l'action sociale, donc qui prévoit que la lutte contre la précarité alimentaire, visant à favoriser l'accès à une alimentation sûre, diversifiée, de bonne qualité, etc., aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale. Donc il est vraisemblable que là où il y a une vingtaine d'années, le législateur aurait parlé d'exclusion sociale. Là où il y a une centaine d'années, le législateur de la Troisième République aurait parlé d'indigents. Désormais, le législateur parle de personnes vulnérables. Donc, en lieu et place d'anciens concepts. Même chose, et c'est certainement le plus connu, en droit civil, depuis la loi de 2007 qui a porté réforme du système de protection des majeurs, les anciennes notions d'incapacité sont désormais volontiers remplacées par celle de vulnérabilité. Alors, ce n'est pas exactement dans les textes, mais si vous lisez la doctrine sur le système de réforme des tutelles, des curatelles, vous voyez désormais que ce sont les personnes vulnérables qui sont présentées comme étant les bénéficiaires de ces dispositifs. Et même chose, on peut continuer en ce qui concerne le handicap, en ce qui concerne la dépendance. Le terme de vulnérabilité est désormais employé. Et du coup,
forcément, cette omniprésence de la vulnérabilité interroge. Et on peut se demander quelle est la signification de ce terme et quelle est la portée de cet usage désormais extrêmement important en droit français. Ce que l'on constate, c'est que plus le terme de vulnérabilité est employé, plus les significations qui lui sont prêtées sont nombreuses et deviennent difficiles à préciser exactement. On peut partir par exemple de l'étude faite par la Cour de cassation en 2009, dans son rapport pour 2009, où la Cour de cassation constate qu'il est très difficile de définir la vulnérabilité et elle préfère parler des personnes vulnérables. Et parmi les personnes vulnérables, eh bien, on a toute une liste de personnes identifiées par le rapport de la Cour. Ce sont les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes malades, les personnes frappées d'une certaine faiblesse, les personnes qui vivent dans une condition d'extrême pauvreté, les personnes surendettées, etc. Donc il y a une approche très impressionniste qui est retenue dans le rapport de 2009, avec quand même une idée qui émerge, celle selon laquelle les personnes vulnérables sont des personnes dont les droits et les libertés sont menacés du fait de certaines situations. Et quelle situation? Ça peut être une situation pathologique, un handicap, une cause qui soit personnelle, propre à la personne, l'âge, la maladie, le handicap. Ça peut être également des causes qui sont extérieures à la personne, et notamment une situation économique, une situation de grande pauvreté, qui peut entraîner une atteinte aux droits fondamentaux. Donc la vulnérabilité est perçue comme une situation de menace pour la jouissance des droits fondamentaux de certaines catégories de personnes. Et face à cette menace, en réaction, est affirmée la nécessité d'une protection des individus. Et on voit bien là le diptyque sur lequel se construit non pas ce que l'on peut appeler le droit de la vulnérabilité, parce qu'il n'y a certainement pas un droit de la vulnérabilité, mais les dispositifs juridiques construits à partir de la notion de vulnérabilité, cette idée qu'il y a une situation de risque d'atteinte aux droits fondamentaux, un risque de perte d'autonomie des personnes, et qu'en retour, le système juridique doit prodiguer des protections à la personne. Et c'est sur cet équilibre c'est à cet équilibre que je m'intéresse, parce que c'est ce que je voudrais vous proposer ici. Il me semble qu'il faut réfléchir à la portée de ce dispositif, de ces constructions autour du droit de la vulnérabilité. Portée, pourquoi ? Parce qu'on peut finalement hésiter entre deux approches, deux analyses très différentes. On peut dire que finalement il n'y a rien de très nouveau sous le soleil et qu'on appelle désormais vulnérabilité des situations qui étaient déjà saisies par le droit, qui entraînaient déjà des protections par le système juridique, et finalement c'est jamais qu'un effet de mode, un effet purement cosmétique que de poser un label vulnérabilité sur des dispositifs antérieurs. Et puis à l'autre bout du spectre, vous pouvez avoir des analyses qui sont beaucoup plus enthousiastes et qui disent que c'est une révolution, cette notion de vulnérabilité, qu'elle bouleverse le droit et qu'elle entraîne des solutions tout à fait innovantes, et que ça nous oblige à remettre en question toute notre approche de l'ordre juridique. Alors, c'est une voie médiane que je vais vous proposer, en essayant de réfléchir à deux conséquences, enfin deux phénomènes qui résultent de l'émergence de la notion de vulnérabilité. Et dans un premier temps, je voudrais réfléchir avec vous à la façon dont l'émergence de la vulnérabilité a modifié les notions traditionnelles d'autonomie de la personne et de consentement. Donc l'impact de la vulnérabilité sur ces principes traditionnels, notamment du droit civil, mais pas seulement, notion d'autonomie et notion de consentement. Et dans un deuxième temps, c'est un autre domaine que j'aimerais m'intéresser avec vous, à savoir l'impact de la vulnérabilité sur les dispositifs plus de droit public, et notamment de droit social, et plus précisément l'impact de la notion de vulnérabilité sur les notions de solidarité sociale et d'interdépendance sociale. Donc deux temps que j'aimerais rythmer avec une série de portraits
Moi, au fur et à mesure de mes recherches, de mes lectures, j'ai été frappée par un certain nombre soit d'affaires qui ont été portées à la connaissance de la justice, soit de portraits ethnobiographiques dressés par des sociologues, des ethnologues. Et il me semble que derrière ces différents portraits de personnes, on a des exemples, des situations de vulnérabilité incarnées. Donc c'est à travers différents portraits de personnes, et plus particulièrement des portraits de femmes, que je voudrais illustrer cette incidence de la vulnérabilité sur ces concepts de droit civil et de droit public. Il me semble que la notion de vulnérabilité est intéressante parce qu'elle nous permet de repenser, comme je vous le disais, le consentement et de repenser les notions d'autonomie et de capacité de la personne à faire des choix. Alors, la notion de consentement, elle est très connue du droit, hein, elle est très connue des juristes. On sait que le consentement, donc, c'est l'acte par lequel une personne va donner son aval, son accord à une décision dont un autre a eu l'initiative. Et cet accord marque donc une acceptation de la proposition qui lui est faite. Et vous savez qu'on retrouve le consentement dans toute une série de domaines de la vie sociale et personnelle, et donc dans toute une série de domaines juridiques. On consent à une décision médicale, on consent à contracter, on consent à une proposition des services sociaux, on consent à une relation sexuelle. Donc le consentement est extrêmement présent, aussi bien dans le champ contractuel que extra-contractuel. On sait aussi de façon très classique que le consentement, il est valide à partir du moment où il est exprimé librement par la personne et qu'il engage, dès lors qu'il a été exprimé librement, il engage la personne, sauf si, et c'est, rappelez-vous vos souvenirs de deuxième année de droit civil, sauf s'il a été vicié par un certain nombre de faits, qu'il s'agisse de l'erreur, du dol ou de la violence. Donc les vices du consentement altèrent le consentement et invalident celui-ci dès lors qu'il s'agit de protéger l'autonomie de la personne contre des pressions qui pourraient être faites. Donc tout ça, c'est très connu, cette théorie des vices du consentement. Ce qui est moins connu, en tout cas des juristes qui ont une approche très formaliste du consentement, c'est toute cette zone que l'on peut qualifier de zone grise, de zone d'ombre, où le consentement n'est pas forcément vicié au sens juridique, mais où il peut être floué, il peut être entaché, où il peut présenter un certain nombre de défauts qui ne présentent pas la gravité des vices du consentement, mais pour autant qui peuvent peser sur les choix de la personne et sa capacité à consentir. Et c'est là, me semble-t-il, que les théories de la vulnérabilité présentent un intérêt, puisqu'elles permettent de dépasser cette opposition entre un consentement valable qui engage un consentement vicié qui est inopérant, et où les théories de la vulnérabilité peuvent prendre en compte ces zones d'ombre. Alors, on sait que classiquement, les juristes se posent les questions de la limite à la liberté individuelle et de la limite à la liberté de consentir. Et cette opposition, la façon dont les juristes se saisissent de cet enjeu, il se résume généralement à deux alternatives. Première alternative, c'est il faut défendre le consentement au nom de la liberté individuelle, parce que l'être humain est un individu rationnel, c'est un individu rationnel qui est capable de décider, de faire des choix pour lui, et il faut respecter sa liberté de consentir ou de ne pas consentir. À l'opposé, d'autres peuvent dire que cette approche très libérale du droit, elle pose un certain nombre de problèmes, notamment lorsqu'elle ne prend pas en compte l'inégalité des personnes, lorsqu'elle ne prend pas en compte une asymétrie qui peut exister entre deux personnes qui s'engagent. Et cette asymétrie, elle peut résulter de facteurs personnels, dont on a déjà parlé, l'âge par exemple, ou encore le handicap, ou encore des situations économiques, des déterminants sociaux, des déterminants culturels qui peuvent témoigner d'une inégalité et qu'il faut prendre en compte pour apprécier la validité du consentement de la personne. Et on en a énormément d'exemples, là encore, dans la réalité de la vie sociale. C'est, par exemple, est-ce qu'il faut
donner acte du refus d'une personne de subir un examen médical ou de bénéficier d'un traitement médical. Est-ce qu'il faut accepter cette décision, considérant que la personne est la mieux placée pour décider de ce qu'il peut advenir de son corps? Est-ce qu'il faut accepter le fait qu'une femme victime de violences domestiques ne porte pas plainte contre son conjoint et refuse de quitter le domicile conjugal en s'exposant de ce fait à des coups et des blessures qui soient répétés? Est-ce que l'habitant d'une zone à risque naturel, exposé à un risque sismique et qui veut rester dans sa maison, doit être évacué de force, ou est-ce qu'il faut prendre en compte son refus de quitter les lieux et d'abandonner sa maison? Ce sont des exemples de situations bien connues dans chacun de nos domaines du droit où on bute sur cette alternative, cette tension entre d'un côté un libéralisme qui respecte la décision de la personne et de l'autre côté un paternalisme bienveillant, une sollicitude qui va vouloir passer outre la décision de la personne. Alors, juste pour choisir un champ, parce que je ne peux pas multiplier les champs d'études ici, mais prenons un champ qui est un champ commun à l'ensemble de nos recherches, c'est celui de la Cour européenne des droits de l'homme. On sait que dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il y a eu beaucoup d'affaires qui témoignaient d'une hésitation de la Cour entre chacune de ces deux options. Vous connaissez toutes et tous le fameux arrêt Preti de 2002, dans lequel la Cour a posé le principe selon lequel il faut reconnaître, alors je cite, la faculté pour chacun de mener sa vie comme il l'entend, ce qui peut également inclure la possibilité de s'adonner à des activités perçues comme étant d'une nature physiquement ou moralement dommageable ou dangereuse pour sa personne. Donc un principe d'autonomie personnelle qui est posé dans l'arrêt Preti. Mais vous savez aussi les situations de fait très particulières de l'arrêt Preti qui ont amené la Cour à se prononcer. Femme malade en fin de vie qui voulait échapper à une mort imminente et douloureuse en bénéficiant de l'aide de son mari, d'une aide à l'euthanasie de la part de son mari. Et le droit anglais s'y opposait, et la Cour européenne a jugé que l'interdiction de l'euthanasie en droit anglais était conforme à la Convention européenne des droits de l'homme, en jugeant que cette interdiction avait, et la Cour le dit expressément, pour but de protéger les personnes vulnérables. L'interdiction de l'euthanasie en droit anglais a pour objectif de protéger les personnes vulnérables contre des pressions qui pourraient être exercées contre elles et qui pourraient les conduire à demander, sans le vouloir réellement, mais à demander une aide à mourir pour ne plus être à la charge de leurs proches. Et la Cour conclut qu'au cas d'espèce, même si Madame Preti n'est pas vulnérable, elle le dit bien, dans un raisonnement assez peu syllogistique d'ailleurs, qui ferait qu'on mettrait une note en marge de nos copies d'étudiants si c'était eux qui disaient ça, puisque la Cour dit « la loi protège les personnes vulnérables, Madame Preti n'est pas vulnérable, donc il faut protéger Madame Preti ». Donc on voit les limites du raisonnement de la syllogistique de la Cour, et la Cour conclut au fait qu'il n'y a pas violation de l'article 8. Alors, on a d'autres exemples, en revanche, dans la jurisprudence de la Cour, où celle-ci considère que la vulnérabilité des personnes doit être prise en compte et doit entraîner des protections de celles-ci. Je parlais tout à l'heure de la jurisprudence sur les violences domestiques. Vous connaissez l'arrêt Opus contre Turquie, dans lequel la Cour dit que même s'il n'y a pas eu un dépôt de plainte formelle de la part d'une victime, l'État et les acteurs judiciaires, policiers, ont l'obligation de protéger les femmes victimes de violences systémiques et de garantir leur intégrité physique. Donc là encore, il y a une certaine indifférence à l'égard du consentement ou en tout cas de l'absence d'opposition explicite des victimes. Mais sur d'autres points, on a des jurisprudences tout à fait différentes de la Cour européenne, et c'est un autre portrait de femme qu'on peut évoquer ici, c'est celui de Madame Tremblay. Alors Madame Tremblay est peut-être moins connue que Madame Preti. Madame Tremblay était une ancienne prostituée française, une ancienne prostituée qui avait arrêté la prostitution, mais qui était percluse de dettes, et notamment de dettes fiscales, sociales. Les ascédiques lui réclamaient un montant d'impayé très élevé, et elle a argué devant la Cour du fait qu'elle était finalement
contrainte de continuer à se prostituer pour apurer ses dettes fiscales et sociales. Et donc, elle invoquait la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et la Cour européenne, dans un arrêt de 2007, Tremblay contre France, alors dit bien que la prostitution, lorsqu'elle est contrainte, est contraire évidemment à la Convention européenne et doit faire l'objet de mesures les plus rigoureuses de la part des États. Mais au cas d'espèce, elle refuse d'examiner s'il s'agissait d'une forme de contrainte qui s'exerçait sur Madame Tremblay. Elle dit la question n'est pas déterminante pour le cas d'espèce, je n'ai pas à examiner ce point. Et la Cour européenne postule une liberté de choix de Madame Tremblay. Elle postule une liberté de choix, sous-entendant que finalement, elle pouvait trouver d'autres moyens pour régler ses dettes que de se livrer à la prostitution. Donc vous voyez ici ce raisonnement très formaliste de la Cour européenne, à l'opposé de celui qu'elle a pu tenir dans les arrêts Preti ou Opus contre Turquie, où là, la Cour considère que finalement, on est toujours libre de choisir de se prostituer ou de ne pas se prostituer. Les contraintes économiques, les contraintes culturelles ne sont pas considérées comme déterminantes. Et ça, c'est tout à fait frappant, cette espèce d'indifférence formaliste de la Cour sur certains points et pas d'autres. On voit bien qu'en matière de prostitution, c'est assez peu tenable. Alors, du coup, pour sortir du champ de la jurisprudence européenne, on peut s'interroger sur les réponses à apporter à cette hésitation entre, d'un côté, garantir l'autonomie de la personne, lui reconnaître une pleine liberté de choix, et de l'autre côté, protéger la personne contre elle-même, quitte à minimiser, voire à empiéter sérieusement sur sa liberté individuelle. Et on sait que pour les juristes, ces 20 dernières années, la principale réponse à ce dilemme a été apportée sous l'angle de la dignité de la personne humaine. On sait que depuis les années 90, et notamment le fameux arrêt Morsan-sur-Orge du Conseil d'État, vous vous rappelez l'affaire du lancer de nain, on sait que les juristes ont cru voir dans la dignité de la personne humaine un moyen pour trouver un point d'équilibre entre, d'un côté, l'autonomie individuelle et de l'autre côté, la protection de la personne, y compris contre elle-même. On sait aussi que ce recours à la notion de dignité a eu vraiment ses turiféraires. Il faut, par exemple, vous pouvez relire Muriel Fabre-Magnan, parmi d'autres. Il y avait aussi les conclusions à l'époque commissaire du gouvernement Friedman dans l'arrêt Morsan-sur-Orge. Donc il y a eu des partisans de la dignité qui disaient, je cite, la dignité est absolue. Patrick Friedman, donc le commissaire du gouvernement en 1995, le respect de la dignité humaine, concept absolu s'il en est, ne saurait s'accommoder de quelconque concession en fonction des appréciations subjectives que chacun peut porter à son sujet. Et puis Muriel Fabre-Magnan, un peu plus récemment, disait donc le principe de dignité est le signe qu'il y a quelque chose qui dépasse, qui transcende les volontés individuelles. Nul ne peut renoncer au principe de dignité humaine, ni pour autrui, ni pour lui-même. Donc, il y a eu vraiment des développements doctrinaux extrêmement forts autour du principe de dignité qui a suscité en réaction la méfiance ou la grande prudence d'autres auteurs qui ont souligné la dimension potentiellement liberticide de cet usage de la dignité qui aboutit de fait à imposer les représentations sociales dominantes à des minorités. C'est les affaires célèbres de sadomasochisme avec tous les débats doctrinaux qui ont pu s'ensuivre. Donc il semble bien que ce débat entre dignité de la personne, protégeant la personne contre elle-même, et liberté de la personne, aboutissant à reconnaître sa capacité à faire des choix, fussent-ils dangereux, il semble bien que ce débat soit insoluble. Et pourquoi est-il insoluble ? Parce qu'il est posé en termes d'absolu. Il est posé en termes d'impératifs auxquels on ne peut pas déroger. La dignité est absolue, la liberté est un absolu également, et c'est le choc de deux absolus qui fait qu'on se retrouve dans ces impasses à la fois morales et doctrinales. C'est là que les théories de la vulnérabilité me semblent présenter un intérêt majeur. Pourquoi un intérêt majeur des théories de la vulnérabilité ? Parce que cela pourrait traduire une nouvelle façon de penser
cette opposition entre dignité et liberté, et cela pourrait peut-être aboutir à dépasser ces oppositions sur lesquelles on bloque depuis une vingtaine d'années. Pourquoi les théories de la vulnérabilité sont-elles intéressantes? Eh bien parce que justement, elles ne se situent pas sur le terrain de cet absolu, de ce principe indérogeable qui s'impose absolument. Les théories de la vulnérabilité, justement, elles s'inscrivent dans cette idée que l'individu est nécessairement un individu qui est concret, un individu incarné et un individu qui est enserré dans différents liens sociaux. Cette idée que l'être des Lumières, vous savez, ce citoyen du XVIIIe siècle, ce citoyen forgé par les philosophes des Lumières, qui est un citoyen rationnel, libre, capable de faire des choix en toute indépendance, parce que finalement il est seul, cet individu-là, il n'existe pas. En tout cas, c'est certainement pas moi, c'est certainement pas vous. Nous sommes enserrés dans des liens vis-à-vis des proches évidemment, mais aussi dans des liens sociaux, et c'est cette interdépendance qui caractérise l'humanité. Donc l'être n'est pas un être purement abstrait, c'est un être de chair qui s'inscrit dans un tissu de relations sociales, et ces relations sociales, elles nourrissent une interdépendance entre les individus. Et dès lors que vous avez cette approche, cette façon de regarder qui ne soit pas désincarnée sur le plan des principes, mais qui observe les individus dans leur concret, dans leur réalité, eh bien, vous devez sortir de cette opposition entre grands principes, dignité contre liberté, mais vous voyez du coup concrètement comment les décisions sont prises, par qui elles sont prises et dans quel contexte elles sont prises. Par qui sont-elles prises? Tous ces facteurs personnels que je mentionnais tout à l'heure, liés à l'âge, liés au handicap, liés à l'état de santé, liés à la situation socio-économique. Toutes ces situations personnelles, évidemment, elles vont influencer la façon dont une décision est prise et la façon dont le consentement est donné. Je vous parlais de prostitution tout à l'heure. Vous vous rappelez peut-être d'un des nombreux, enfin au moins d'un des deux procès Strauss-Kahn, celui qui a eu lieu à Lille, hein, l'affaire du Carlton, où il était jugé pour proxénétisme et où des prostituées ont été auditionnées à ce moment-là pour donc éclairer le tribunal. Il y a notamment une femme qui a été auditionnée, donc une prostituée qui s'appelle Mounia, et qui est interrogée et dont le témoignage révèle au tribunal qu'il y avait des pratiques sexuelles extrêmement violentes qui ont été faites dans ces chambres du Carlton. Et tout l'enjeu à ce moment-là, compte tenu de la violence des scènes sexuelles décrites, tout l'enjeu était de s'assurer que Mounia était bien consentante. Et c'était un point bascule du procès, parce que si Mounia n'avait pas consenti, eh bien, il aurait fallu requalifier les poursuites en viol, agression sexuelle et viol, et non plus en proxénétisme. Donc le président questionne vraiment Mounia, et il veut s'assurer qu'elle a consenti. Et donc il lui pose beaucoup de questions, mais s'il y avait eu des scènes violentes, des actes violents, oui, j'avais pas l'habitude. Elle répond, oui, j'avais pas l'habitude, c'était extrêmement violent. Mais vous avez consenti? Oui, j'ai consenti. Et là, la voix, paraît-il, se fait plus douce, plus hésitante. Vous avez consenti, il insiste, et à la fin, l'interrogatoire de Mounia se termine par les mots « oui ». Donc oui, j'ai consenti, parce qu'il me fallait cet argent, que j'en avais besoin. J'ai pas dit non, j'ai subi. Mounia dit « j'ai pas dit non, j'ai subi ». Et de là, pour les juristes, pas de problème, elle a consenti, donc il n'y a pas viol, il n'y a pas agression sexuelle, elle a consenti. Évidemment, si vous appréhendez la chose différemment, vous pouvez hésiter sur l'assimilation entre absence d'opposition et consentement. Est-ce que subir, c'est consentir? Dans une approche libérale éthérée, vous direz oui. Dans une approche plus concrète, plus incarnée, qui prenne en compte les rapports de domination, les rapports d'inégalité, d'asymétrie, on peut hésiter. Et c'est là, me semble-t-il, que ces notions que cette approche en termes de vulnérabilité est importante, parce qu'elle amène à réfléchir à qui consent, quelle est la situation de la personne qui consent, quel est son âge, quel est son état de santé, quelle est sa situation socio-économique par rapport à la personne à qui elle dit oui. Et puis elle amène aussi évidemment à prendre en considération l'objet du consentement, l'objet de l'engagement, à quoi
consentons-nous? Et évidemment, il va y avoir également toute une variable de réponse. On peut concevoir que la réponse du droit ne soit pas la même selon l'importance de l'engagement et l'importance des conséquences de l'engagement entre donner son rein et avoir une relation sexuelle ou acheter un bien. Il peut y avoir évidemment un encadrement juridique différent avec des garanties procédurales différentes. Et c'est aussi là un des derniers enjeux importants de la notion, enfin de l'apport de la vulnérabilité, c'est de souligner que une des clés de protection va être non pas une approche binaire, oui, non, y a-t-il eu consentement non vicié ou y a-t-il eu vice de consentement, mais aussi de prendre en considération les contextes et donc les procédures mises en place pour garantir la sincérité du consentement, pour faire en sorte que ce consentement ne soit plus floué, pas vicié, mais floué. Donc sur ce point, il me semble que l'approche par la vulnérabilité présente un intérêt majeur parce qu'elle nous conduit à repenser ces notions fondamentales du droit et notamment du droit civil que sont le consentement, ces notions fondamentales du droit des libertés que sont la liberté, en soumettant l'analyse de l'efficacité de ces notions à une grille qui soit une grille concrète et non pas désincarnée et abstraite. Le deuxième point, je vous disais que la vulnérabilité peut présenter un autre intérêt, c'est qu'elle permet de repenser également la solidarité et de réfléchir aux mécanismes mis en place depuis, on va faire rapide, depuis la Troisième République, des mécanismes de protection sociale, de l'État social français. Donc elle présente un intérêt pour le droit de la sécurité sociale et le droit de l'aide sociale. Alors, là encore, la notion de vulnérabilité est très récente. Elle n'existait pas. Par exemple, évidemment, la vulnérabilité n'est pas en tant que telle prise en compte par le droit de la sécurité sociale qui couvre un certain nombre de risques, mais ces risques sont énumérés de façon tout à fait limitative. Rappelez-vous d'ailleurs que même le risque chômage n'est pas couvert par l'assurance, par la sécurité sociale, qu'il a fallu créer en 1958 un système de protection collective contre le risque chômage distinct de la sécurité sociale. Et puis on sait qu'il y a beaucoup d'autres facteurs de vulnérabilité qui ne sont pas pris en compte par le droit de la sécurité sociale. Et un qui va être un chantier majeur des prochaines années, c'est le risque de dépendance. Est-ce qu'il faut que la dépendance soit reconnue comme un risque et couvert par la sécurité sociale? Quels sont les mécanismes de protection de la dépendance à mettre en œuvre? On a là une question qui est urgente pour une France vieillissante qui s'annonce. Donc, le droit de la sécurité sociale ne connaît pas la vulnérabilité et le droit de l'aide sociale non plus. Mais pour autant, on sait qu'il y a quelque chose qui est tout à fait caractéristique, qui est tout à fait caractéristique du droit, des mécanismes de l'État social, c'est une sorte d'ambivalence de l'État social qui à la fois accorde des garanties, des protections, met en place des systèmes de redistribution sociale et en même temps que la solidarité donc, est socialisée, fait l'objet d'une redistribution des revenus, en même temps il met en place des dispositifs de contrôle social qui sont extrêmement importants et qui visent à surveiller la façon dont la redistribution est assurée et la façon dont la redistribution est utilisée par les individus. Donc ces mécanismes de contrôle social et concomitants à des mécanismes de protection sociale, juste deux si j'ai du temps. Un portrait, là encore, pour l'illustrer, c'est une affaire qui a été jugée par la Cour européenne des droits de l'homme il y a 3 ans, en février 2016, l'affaire Soares de Melo, qui est une affaire portugaise, que vous avez peut-être vu passer. Dans cette affaire, donc, la requérante est une mère de famille d'origine capverdienne, qui vit au Portugal en situation irrégulière et qui vit dans des conditions personnelles extrêmement défavorisées. Elle est mère de famille nombreuse, très nombreuse, 10 enfants.
Elle est mère célibataire puisque son mari en fait est en situation de polygamie, donc elle est seule, sans ressources, à élever 10 enfants dans un taudis avec une déscolarisation des enfants, grossesse précoce de la fille aînée, donc une situation familiale et sociale absolument épouvantable qui est gérée tant bien que mal par les services sociaux portugais qui lui promettent de l'aide, mais en subordonnant cette aide sociale à des garanties et quelles sont en subordonnant cette aide sociale à des conditions, et quelles sont les conditions exigées de Madame Soares, c'est qu'elle se fasse stériliser, parce que 10 enfants c'est assez, et 2, qu'elle renonce à ses droits parentaux sur ses enfants qui seront ainsi non seulement placés, mais placés en vue de l'adoption auprès de familles plus aisées. Donc vous voyez une pression sociale extrêmement forte adressée par les services sociaux qui évidemment aboutit à une condamnation du Portugal par la Cour européenne des droits de l'homme qui souligne l'atteinte notamment à la vie privée, mais surtout qui insiste sur la mission des services sociaux. La Cour souligne que la mission des services sociaux est d'accompagner les personnes et non pas d'exiger de personnes qu'elles renoncent à leurs droits fondamentaux comme l'intégrité physique ou le droit au respect de la vie familiale. Et même si les services sociaux pensaient avoir agi dans l'intérêt de l'enfant. Parce que toute l'argumentation du Portugal était de dire mais c'est dans l'intérêt des enfants qu'on va les retirer à cette mère, c'est dans l'intérêt des enfants qu'on va les faire vivre dans un environnement familial plus protecteur. Et la Cour balaye cet argument en soulignant que les services sociaux ne peuvent pas vouloir faire le bien à la place des personnes. Le rôle c'est évidemment dit en mes mots à moi, plus détaillé par la Cour, mais le rôle des services sociaux est d'accompagner les personnes, de les aider et en aucun cas de se substituer, sauf s'il y a un risque majeur pour les tiers et en l'occurrence les enfants, ce qui n'était pas le cas ici. Donc vous voyez ce paternalisme qui est un paternalisme assez caractéristique de l'État social qui contrôle l'utilisation des aides sociales qui sont données aux bénéficiaires. Ce paternalisme est pointé du doigt par la Cour européenne, qui ne mentionne pas la vulnérabilité de Madame Soares, mais qui aurait pu le faire tant les critères étaient présents. Il y a d'autres exemples de cette ambiguïté des services sociaux, mais je les laisse de côté, je les raconterai peut-être au moment des débats. Juste pour conclure sur l'intérêt de la notion de vulnérabilité en matière de droit de la sécurité sociale et de droit de l'aide sociale. Comme l'accent est mis sur l'interdépendance des individus, comme l'accent est mis sur l'accompagnement des individus, on voit qu'il y a une transformation assez notable du droit, et notamment du droit français, en la matière, où désormais les textes associent toujours très clairement vulnérabilité et accompagnement. Quand vous regardez aussi bien le Code de l'action sociale et des familles que certaines dispositions du Code de la santé publique, vous voyez à chaque fois lier l'idée de protection contre la vulnérabilité par un accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité. Juste, prenons un exemple, c'est la définition donnée par le Code de l'action sociale et des familles du travail social. Le travail social vise à permettre l'accès des personnes à l'ensemble des droits fondamentaux, à faciliter leur inclusion sociale et à exercer une pleine citoyenneté dans un but d'émancipation, d'accès à l'autonomie, de protection et de participation des personnes. Et ce qui est intéressant ici, c'est cette idée d'accès à l'autonomie. Le droit ne postule plus l'autonomie des personnes. Vous êtes des individus autonomes, rationnels, capables de faire des choix, vous les faites et vous assumez les conséquences de ces choix. Ici, l'idée est différente, il ne s'agit plus de postuler l'autonomie des personnes, il s'agit de faciliter leur accès à l'autonomie, il s'agit bref de mettre en place les conditions d'une autonomisation. Et cette autonomisation, elle part du constat de ce qu'il y a des personnes en situation de vulnérabilité qui ne peuvent pas effectivement
exercer l'ensemble de leurs droits, ne bénéficient pas d'une protection effective de l'ensemble de leurs droits fondamentaux. Et pour protéger ces personnes, l'idée est de mettre en place un accompagnement vers l'émancipation, vers l'autonomisation. Alors, c'est la traduction en français d'un concept bien connu, des études féministes, notamment, pas seulement, mais d'empowerment, cette idée que nous ne sommes pas tous également libres. Non, les déterminants sociaux, les déterminants sociaux, culturels, personnels ont une importance dans notre aptitude à exercer nos attributs de sujet. Et oui, la société peut jouer un rôle en renforçant les conditions d'autonomisation des individus de façon à leur permettre un accès effectif aux droits fondamentaux. Et cette idée d'accompagnement, je ne peux pas détailler ici, mais elle est vraiment extrêmement présente désormais dans différents dispositifs de droit, aussi bien de droit d'aide sociale, par exemple pour les demandeurs d'emploi, par exemple pour les bénéficiaires du RSA. On la trouve aussi très présente en droit de la santé publique, à travers l'idée d'accompagnement des malades chroniques, d'accompagnement des personnes en situation de handicap. Et il y a vraiment une idée de... accompagner, c'est littéralement celui qui partage le pain, l'étymologie d'accompagnement. Donc cette idée que les services sociaux n'ont plus à être placés dans une position de verticalité supérieure, à décider dans l'intérêt des personnes, parce que les services sociaux savent mieux que les personnes, mais ici une idée d'horizontalité et d'accompagnement des individus. Il me semble qu'à travers ces différents dispositifs, à travers ces différents procédés, on voit bien que la notion de vulnérabilité, elle produit des effets qui sont importants en droit de la sécurité sociale, les droits de l'aide sociale, les droits sociaux en général, puisqu'elle nous oblige à repenser l'idée d'interdépendance et repenser l'idée que nous ne sommes pas des individus isolés, mais nous sommes des individus insérés dans des liens sociaux, et c'est cette insertion dans des liens sociaux qui caractérise l'humanité, qui lui donne à la fois sa force, mais qui aussi révèle sa vulnérabilité. Je vous remercie. Merci beaucoup.